Mali, un accord politique devant aboutir à la formation d'un gouvernement de mission a été signé ce jeudi. À travers ce document, opposition, majorité et société civile s'engagent pour le futur adieu du pays. À une semaine des élections générales en Afrique du Sud, Julius Malema se montre de plus en plus virulent sur la question de la terre et des rapports avec les Blancs. Le dernier fait en date a eu lieu dans le township d'Alessandra. Au Nigeria, des personnes ont perdu la vie suite à une attaque de bandits armés. Dans l'état de Katsina, au nord du pays, l'insécurité va grandissante, nous dira Abdoulaye Issa, notre correspondant dans la région. C'est là le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Mali. Un accord politique devant aboutir à la formation d'un gouvernement de mission a été signé ce jeudi à la primature. L'accord politique qui est signé pour 2 ans est un document conçu par une grande partie des formations de l'opposition et de la majorité, ainsi que de la société civile sans l'URD, le parti du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Aliba Ben Touré, notre correspondant au Mali, pour plus de précisions. Depuis sa nomination le 22 avril dernier, le Premier ministre Boubou Cissé a entamé une série de démarches auprès des partis politiques, majorité et opposition confondues, ainsi qu'auprès de la société civile pour trouver un accord politique en vue de la formation d'un gouvernement de mission. La signature du dit document a eu lieu ce jeudi à la primature du Mali. Un accord politique censé rassembler tous les fils du Mali face aux nombreux défis auxquels le pays est confronté. Si l'URD, le parti politique du chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, n'a pas signé l'accord politique, certains membres de son regroupement politique, le Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD, étaient présents à la signature de cet accord. Pour Omar Amadoun Diko, porte-parole des signataires, il ne s'agit pas d'une question d'homme, mais du Mali qu'il faut sauver. L'accord politique signé est censé valoriser toutes les sensibilités politiques. Il stipule, entre autres, la poursuite de la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger, la poursuite dans le consensus des réformes politiques, institutionnelles, économiques et sociales, la révision de la Constitution du 25 février 1992, la stabilisation du centre du pays et la lutte contre le terrorisme. C'est la première fois qu'il y a un accord de ce genre entre les protagonistes maliens, les acteurs politiques maliens, avant la mise en place d'un gouvernement. Nous avons, dans cet accord politique, une feuille de route qui balise l'action du gouvernement. Cela veut dire qu'il n'est plus question de pilotage à vue. L'accord politique va aboutir à la formation dans les plus brefs délais d'un gouvernement de mission. Cet accord est conclu pour une durée de 2 ans. À une semaine des élections générales en Afrique du Sud, le parti de gauche radicale EFF a tenu un meeting de campagne dans le township d'Alessandra à Johannesburg. Le président Julius Malema s'est montré virulent sur la question de la terre et des rapports avec les Blancs, suivant un extrait de ses propos ainsi que ceux des membres militants du parti EFF. Let us build a solid foundation. Construisons les bases pour que les enfants africains puissent grandir sans avoir peur des enfants blancs. Si un blanc veut vous rabaisser, donnez-lui une dernière chance. Dites-lui, répète un peu, je n'ai pas bien entendu. Et s'il recommence, il regrettera d'être né. Repeat it, I didn't hear it properly. And if he does repeat, he will regret the day he was born. That's why the EFF... Le FF dit il faut exproprier la terre sans compensation et la donner aux gens d'Alexandra pour qu'ils puissent construire leur maison. C'est ce que les Blancs ont fait quand ils sont arrivés ici. La première chose qu'ils ont pris, c'est la terre. J'ai cet espoir. J'ai espoir que Malema nous donne quelque chose, de la terre ou des logements. J'ai décidé de rejoindre l'EFF parce que j'ai passé trop de temps à adhérer à l'ANC et à ne voir aucun progrès. Tout ce qu'ils font, c'est faire des promesses qu'ils ne tiennent pas.
On reste en Afrique du Sud, dans le chaos du centre de Johannesburg, sur le même bout de trottoir bondé. Des hommes fouillent dans une benne d'ordures, des femmes lisses, des perruques à vendre et le parti, la DA, dévoile sur une façade gigantesque son nouveau slogan, honorant la vision de Mandela de construire une Afrique du Sud pour tous. Votez DA, un slogan qui a de quoi étonner vu l'histoire du parti. Reportage. À l'approche des élections générales du 8 mai, le principal parti d'opposition sud-africain, l'Alliance démocratique, l'ADA, se réapproprie le rêve de Nelson Mandela, héros du Congrès national africain ANC au pouvoir depuis 1994 et d'une nation tout entière. Oui, je sais que Madiba était un homme de l'ANC, mais l'organisation qu'il dirigeait n'existe plus, affirme le chef de l'ADA, Mmusi Maimane, accusant l'ANC d'avoir tourné le dos à quasiment presque tous les idéaux du premier président noir du pays. En défendant la vision de Madiba, l'ADA tente de se défaire de son image de parti de la minorité blanche qui a soutenu le régime de l'apartheid aboli il y a 25 ans. En campagne, le jeune dirigeant souriant et facile à aborder en t-shirt aux couleurs de son parti, bleu et blanc, veille à être entouré de militants et de cadres noirs. Quand vous regardez les listes électorales, la DA est le seul parti où il y a une diversité entre noirs, blancs et colored. Alors qu'à voir celle de l'ANC, on se demande si elle reflète tous les gens de ce pays, assure-t-il. Depuis la fin du régime de l'apartheid en 1994, la DA a enregistré une progression constante. 2% des voix en 1994, 10% en 1999, 12% en 2004 et 22% en 2014. En 2016, elle a même décroché le contrôle de plusieurs grandes municipalités du pays, notamment Johannesburg et Pretoria, profitant des scandales éclaboussant l'ex-président Jacob Zuma. Ce dernier a depuis été remplacé par Cyril Ramaphosa, qui a promis de nettoyer l'ANC. Des personnes ont perdu la vie dans une attaque de bandits armés dans l'état de Katsina, au nord-est du Nigeria. Cette partie du pays est confrontée désormais à une sécurité grandissante. Abdoulaye Issa, notre correspondant sur place pour plus de précisions. Pas moins de 17 personnes auraient été tuées mardi lors d'une attaque lancée par des bandits armés sur deux villages de Gobrawa et Sabawa dans la zone du gouvernement local de Safana dans l'état de Katsina au nord Nigeria. Abdou Jalal Haruna Rukan, un législateur représentant la circonscription de Safana à la Chambre d'Assemblée de l'État, a confirmé l'incident, ce qui porte à 17 le nombre de personnes tuées. Selon lui, les bandits sont entrés dans les villages et ont tué des gens, incendié des maisons et des magasins. À l'heure actuelle, on dénombre 17 cadavres sur le terrain. Les bandits ont commencé leurs actes ignobles dans le village de Gobrawa, où la plupart des victimes ont été tuées et ensuite été transférées à Sabawa aux premières heures de la matinée du mercredi, où de nombreuses femmes et enfants ont été portés disparus. Vendredi dernier, ils sont entrés dans un autre village appelé Ilela et ont tué des enfants. Les mesures prises par le gouvernement fédéral pour lutter contre la menace des bandits dans l'état du Zamfara devraient être étendues à Katsina afin de mettre fin à cette menace. Par ailleurs, le porte-parole du commandement de la police de l'état de Katsina, Gambo Issa, a tout d'abord indiqué le nombre de personnes tuées à 10 puis 3 corps supplémentaires lors de l'attaque. L'officier de police Issa a déclaré que le groupe de bandits opérant sur plus de 150 motos avait envahi les deux villages de Gobrawa et Sabawa, avait tué des personnes, touché un nombre indéterminé de maisons et fait voler des animaux. Le leader de l'opposition au Soudan, Sadek Al-Mahdi, a mis en garde mercredi les meneurs de la contestation contre toute tentative de leur part de provoquer les militaires. Il affirme que ceux-ci n'allaient pas tarder à transférer, comme promis, le pouvoir aux civils. Reportage. L'appel de Sadek Al-Mahdi intervient au moment où la tension est montée d'un cran cette semaine entre les militaires qui ont durci le ton et le mouvement de contestation qui a appelé à intensifier les manifestations. Je pense qu'il y a certains signes que certains d'entre les militaires ont été provoqués par certaines déclarations de l'opposition qui semblent dénigrer leur rôle. Nous devons reconnaître leur rôle. Si nous provoquons l'opinion publique islamique et provoquons les forces armées qui ont contribué au changement, nous allons nous attirer des ennuis.
Je pense, oui, que les membres de l'armée vont remettre le pouvoir exécutif à un gouvernement civil si nous présentons une forme crédible et viable de gouvernement civil. Dernier Premier ministre démocratiquement élu au Soudan, Sadek Al-Mahdi avait été évincé en 1989 par Omar el-Béchir, qui s'était emparé du pouvoir par un coup d'État soutenu par les islamistes. Plusieurs fois forcé à l'exil, il n'a cessé de s'opposer politiquement au président déchu, désormais emprisonné à Khartoum. En janvier, il avait apporté son soutien au mouvement de contestation déclenché par le triplement du prix du pain le 19 décembre, le jour de son retour au pays. Si on laisse les choses traîner, ce sera le chaos. Et cela signifie donner toutes les munitions pour un éventuel contre-coup. Une feuille de route devra suivre les jours suivants. Mais la réelle manifestation de ce à quoi nous aspirons pourrait prendre des semaines. Il ne s'est pas prononcé sur son rôle exact dans les négociations ou sur sa participation à un futur gouvernement de transition, même si son poids politique est à ce jour incontesté. Le procès des assassins présumés des 2 jeunes touristes scandinaves décapités dans les montagnes de l'Atlas au Maroc, au nord du groupe État islamique, a été reporté au 16 mai, juste à son ouverture, à jeudi, dans l'état de Salé, ville jumelle de la capitale Rabat. Reportage. Louisa Vesterager Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans, et son amie Maren Oeland, une norvégienne de 28 ans, ont été tuées, égorgées et décapitées dans la nuit du 16 au 17 décembre dernier sur un site isolé du Haut-Atlas où elles campaient. Un total de 24 accusés, dont les 3 meurtriers présumés, sont arrivés devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Salé pour être jugés pour apologie du terrorisme, atteinte à la vie de personnes avec préméditation ou constitution de bandes terroristes. En tenue traditionnelle salafiste ou en jogging, ils semblaient décontractés. Le procès a été immédiatement renvoyé à la demande des avocats pour mieux prendre connaissance du dossier. Ceux qui sont impliqués directement dans le crime risque théoriquement la peine de mort. L'un des avocats des parents des victimes, qui se sont constitués partie civile, a indiqué avant l'audience qu'il comptait demander la peine de mort pour les assassins, même si les pays d'origine des victimes y sont par principe opposés. Les 3 meurtriers présumés et un de leurs compagnons avaient dans la foulée de la diffusion de la vidéo du meurtre prêté allégeance à Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'État islamique. Des pétitions réclamant la peine de mort pour les assassins ont été lancées sur Internet. Des condamnations à la peine capitale sont toujours prononcées au Maroc, mais un moratoire est appliqué de facto depuis 1993 et son abolition est en débat. Au Sénégal, 750 000 personnes sont touchées par des maladies rénales. Chaque année, 1000 voire 2000 personnes se retrouvent au stade le plus critique par manque de soins, ne disposant pas de ressources financières. Pour y accéder à travers ce reportage que nous vous invitons à suivre, vous allez découvrir la dure réalité à laquelle se heurtent les personnes atteintes de maladies de reins au Sénégal. Dans le village de Darou Salam Baye, Hadim et ses oncles viennent se recueillir sur la tombe de la mère de Hadim, morte à 49 ans à cause d'une insuffisance rénale qu'elle n'a pas pu soigner. Elle était restée 20 jours au lit sans être dialysée, faute de places dans les hôpitaux publics, faute d'argent pour se soigner dans les hôpitaux privés, où une séance de dialyse est facturée à 65 000 francs, soit plus que le SMIC au Sénégal. La maladie des insuffisances rénales, c'est dur. C'est dur au Sénégal. Si les pauvres ont cette maladie, tout le monde en mange parce qu'on n'a pas de moyens de le soigner. Personne ne le soigne. Si tu ne payes pas, on ne te prend pas. Ce cas n'est pas unique. Amidou Diallo est retraité. Comme plusieurs malades d'insuffisance rénale, il a connu l'enfer de la dialyse. Sans l'aide de sa sœur, il n'aurait pas pu être soigné pendant 8 ans dans un centre privé. Désormais, avec son association, il tente de lever péniblement des fonds pour venir en aide aux malades d'insuffisance rénale. Le Sénégalais moyen, c'est le SMIC. Le SMIC est de 65 000 francs par mois. Si on demande à un SMICard de payer 840 000 francs par mois, ça fait à peu près 9 millions par an. Mais il ne peut pas. Donc, au lieu de faire ces 3 séances de dialyse hebdomadaires, il fait
une dialyse chaque 15 jours, puis une dialyse par mois. Il grossit, il l'enfle et il meurt. Au Sénégal, 750 000 personnes sont touchées par des maladies rénales. Chaque année, 1000 à 2000 personnes s'y retrouvent au stade les plus critiques. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée. En compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.